C'est bon, l'enregistrement a commencé. Voilà, bienvenue sur ce webinaire diffusé par l'AFSA à l'occasion de la Journée internationale du syndrome d'Angelman 2016. À cette occasion, je vais vous présenter. Je suis Mathilde Sukmela, donc la maman de Jonas que vous voyez sur la photo. Je suis membre du bureau de l'AFSA. Je vais vous proposer donc deux webinaires. Le premier, iPad et syndrome d'Angelman, premier pas, c'est un webinaire sur les aspects matériels, donc plutôt tout l'aspect de la machine, hein, l'iPad. Quel iPad choisir, quel modèle, quelles sont les options pour régler au mieux l'iPad pour mon enfant qui a le syndrome d'Angelman, et puis quelques trucs et astuces. Et nous vous proposons aussi un deuxième webinaire qui s'appellera iPad et syndrome d'Angelman, quelles utilisations, où on montrera comment utiliser l'iPad avec son enfant, qu'est-ce qu'on peut lui proposer euh, comme application et pourquoi faire. Allons-y pour ce premier webinaire, donc sur l'aspect matériel et les accessoires. Je vais vous parler de l'iPad et non pas des tablettes Android ou des tablettes Windows. Pourquoi? Parce que l'iPad, au jour d'aujourd'hui, présente beaucoup plus d'applications éducatives que les autres types de tablettes. Pour nous, c'est quand même plus intéressant. On a beaucoup plus de choix dans les applications disponibles. Si on regarde un petit peu les témoignages de parents également qui ont pu mettre à disposition de leur enfant un téléphone, un iPhone ou un téléphone d'une autre marque, eh bien on se rend compte que les produits iPad, iPhone sont beaucoup plus intuitifs en fait que les autres pour nos enfants en tout cas. C'est ce que révèlent des témoignages aussi de parents. On a enfin un dernier point qui est important, c'est que l'iPad a un certain nombre d'options qui vont permettre de sécuriser, sécuriser les accès pour que nos enfants n'aillent pas dans des applications où ils auraient rien à faire ou alors pour qu'ils restent éventuellement sur des applications où on veut qu'ils soient. Pour ceux qui auraient acheté une tablette Android, j'ai quand même trouvé sur Internet un petit répertoire d'applications. Je vous ai mis le lien à l'écran. Sur un blog d'une enseignante en maternelle. Elle a fait un petit répertoire d'applications qui sont disponibles sur les tablettes Android et qui sont intéressantes d'un point de vue éducatif. Donc voilà, pour ceux qui auraient une tablette Android, pour pas être complètement frustrés, vous aurez accès à ces données-là sur ce site Internet. Quel modèle choisir pour mon iPad? Donc, si vous allez sur le site d'Apple, vous avez déjà la possibilité de voir un comparateur. C'est-à-dire il vous montre, il vous met la série d'iPad disponible sur le commerce, dans le commerce au jour où vous cherchez, parce que les modèles évoluent. Et vous avez vraiment toutes les options, donc en termes de mémoire, en termes de poids aussi, en termes de taille, qui sont comparées. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder là. Mais pour choisir l'iPad que je vais acheter, la question à se poser, c'est vraiment une question de budget. Parce que l'iPad Air n'aura pas le même prix que l'iPad mini. Voilà, donc c'est déjà une question de budget. Ensuite, c'est une question de mémoire. Euh, il y a des appareils avec 32, 64 gigas de mémoire. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette tablette et est-ce que je vais avoir besoin de beaucoup de mémoire ou pas. Sachant que, par exemple, si j'utilise la tablette que pour la communication alternative de mon enfant, si je veux dédier l'iPad à la communication alternative, donc je vais y mettre une application de communication alternative, je n'aurai pas forcément besoin de beaucoup de mémoire. Alors que si j'utilise l'iPad pour les photos, les vidéos, les applications, les jeux et accessoirement une application de communication alternative, alors je vais avoir besoin de davantage de mémoire. Ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est le poids de la tablette. Parce que si je dédie l'outil à la communication alternative et que mon enfant veut porter la tablette tous les jours, eh ben, je vais privilégier des modèles plus légers, que ce soit des modèles Air ou s'il a les capacités motrices et visuelles, un modèle peut-être mini.
plus léger, plus portatif. La taille, en effet, est importante, donc à voir si on choisit une taille normale ou une taille mini, ça dépendra un petit peu de chaque personne avec le syndrome d'Angelman. Est-ce qu'au niveau visuel, est-ce qu'au niveau moteur, l'accès est meilleur avec un modèle normal ou mini? Et puis, il y a une dernière question qu'on peut se poser aussi, c'est quels accessoires je vais avoir besoin de mettre sur la tablette pour protéger la tablette. Et là, je pense aux coques notamment. Certaines coques n'existent pas pour certains modèles. Par exemple, si vous prenez la coque LiveProof, j'en parlerai tout à l'heure, qui est une très très bonne coque, à ma connaissance, elle n'est pas encore disponible pour l'iPad mini 4, par exemple. Donc voilà, si vous voulez vraiment telle ou telle coque, il va falloir voir si au préalable la coque existe pour tel et tel modèle. Au niveau des accessoires, donc voilà, j'en parlais, les coques vont être très importantes pour nos enfants qui ont le syndrome d'Angelman, puisqu'ils ont quand même des difficultés motrices, des comportements pas toujours adaptés. Donc ils vont par exemple laisser tomber l'iPad, voire le jeter volontairement. Je sais de quoi on parle, puisque Jonas est un spécialiste du lancer d'iPad. Du coup, c'est vrai qu'il faut investir quand même un certain prix dans la coque qui va protéger l'iPad si on veut que ça dure suffisamment longtemps. Donc une solidité contre les chocs, contre les chutes. Mais ce qui peut être intéressant de regarder, c'est aussi l'étanchéité de la coque, c'est-à-dire qu'on a des coques qui peuvent rendre l'iPad étanche. Et nos enfants qui ont tendance à saliver beaucoup, eh bien, ça pourra protéger d'abord l'iPad, voilà, permettre de le nettoyer plus facilement, sans risquer que de l'eau s'infiltre dans l'iPad. Donc ça, c'est un point à regarder aussi dans notre choix de coque. Et puis, ce qui me semble important aussi pour nos enfants, c'est la matière dans laquelle est composée la coque, parce que, alors j'ai pu le remarquer avec Jonas, mais d'autres enfants, je l'ai vu aussi dans les témoignages d'autres familles. Par exemple, tout ce qui est mousse, ça se croque plus ou moins facilement. Certains enfants sont très attirés, d'autres très, au contraire, repoussés par ce genre de matière. Donc, il faut voir un petit peu au niveau des défenses sensorielles, des défenses tactiles, s'il n'y a pas des matières qui peuvent gêner ou attirer trop l'enfant ou l'adulte avec le syndrome d'Angelman. Je pense aussi au silicone. Il y a des coques qui ont beaucoup plus de silicone qui peut s'arracher plus facilement. Donc voilà, avoir aussi la matière dans laquelle est faite la coque. Donc il y a plusieurs marques, il y a plusieurs budgets. Je vous ai mis 4 exemples ici de coques qui ont pu être validées ou pas, qui sont utilisées ou pas par des personnes avec le syndrome d'Angelman. La Griffin Survivor est utilisée. Personnellement, je l'ai eu au début, mais alors tous les petits bouts de silicone qui protègent derrière le son, par exemple, alors tout ça s'arrache très très rapidement. Et puis, c'est vrai que la partie souple peut se défaire aussi assez facilement. Enfin, je sais que voilà, pour Jonas, c'était pas forcément efficace, sachant que on peut la bavouille s'infiltrait aussi pas mal dans cette coque pour nous. Il y a une coque qui s'appelle Otterbox Defender qui a bien amélioré ses modèles. Les premiers n'étaient pas terribles. Hein. Ils avaient aussi beaucoup de silicone qui s'arrachait. Là, je crois que les modèles se sont améliorés. Il y a une coque qui s'appelle Big Grips que vous trouvez dans le commerce et qui est une sorte de mousse assez épaisse avec un support qui est super intéressant voilà, pour le poser et caler l'iPad en bonne position. Par contre, voilà, c'est pas très étanche et surtout, certains enfants peuvent arriver à les enlever plus ou moins facilement. Enfin, la LiveProof, qui à mon sens est une des plus solides actuellement sur le marché, des plus solides, et puis elle est étanche, donc ça c'est très très agréable et très important pour nos enfants. Savoir qu'il y a 2 modèles, la nude et la freux. La freux, elle a un petit écran en plastique qui vient se poser sur l'écran tactile et qui peut créer des reflets voilà, plus ou moins agréables. Donc je conseille plutôt la nude à titre personnel, mais bon, il faut savoir que les deux existent.
Voilà pour donc les coques. Au niveau des accessoires, on peut aussi s'interroger sur les harnais parce que nos enfants vont peut-être être amenés à transporter l'iPad, notamment pour la communication alternative. On a plein d'exemples outre-Atlantique d'enfants et d'ados, voire adultes avec le syndrome d'Angelman qui utilisent une synthèse vocale, donc un iPad avec une application de communication alternative. Donc ils utilisent aussi des harnais pour transporter leur iPad, c'est-à-dire un système voilà, de sangle qui permet d'avoir la tablette toujours accessible sur eux. Mais ces systèmes de harnais peuvent aussi être intéressants pour les enfants ou les ados adultes qui auraient tendance à jeter l'iPad, puisque bah, ça devient plus difficile quand il est accroché. Donc c'est une façon aussi de sécuriser un petit peu l'iPad. Je vous ai mis 3 exemples de harnais, où est-ce qu'on peut en trouver. Donc il y a le Gab Go Harness, qui est un produit fait aux États-Unis, je pense. Oui. Donc vous trouvez le site internet où commander. Et l'intérêt, c'est que d'abord, ils sont très jolis. Il y a des couleurs, voilà, pour filles, pour garçons. Et il y a une enceinte Bluetooth qui est incluse. Donc avec le système, c'est vraiment un article qui est pensé pour transporter les iPads pour les enfants, notamment. Donc on a plusieurs tailles aussi euh, à choisir en fonction de la corpulence de notre enfant. Sur la droite, vous voyez le bandeau d'une page Facebook que je vous ai mis parce que c'est une maman d'une petite fille qui a le syndrome d'Angelman qui s'est lancée dans la confection de harnais pour transporter les iPads. Donc essentiellement en lien avec la coque Life-Proof, son modèle est quand même prévu plutôt pour la coque Life-Proof, qui a des petits... en fait, la coque Life-Proof, elle permet euh, de fixer une sangle directement sur la coque, donc c'est voilà, c'est plus pratique. Donc si vous allez sur cette page Facebook, je pense que la maman devrait peut-être pouvoir livrer également en France. Et là, pareil, on peut choisir son tissu, son modèle, sa taille. Donc c'est intéressant pour personnaliser et être au plus ajusté possible. Si vous ne souhaitez pas commander outre-Atlantique, il y a aussi la possibilité en France d'accéder à des harnais, par exemple sur des sites comme Amazon, où vous tapez harnais photographe ou harnais jumelle, et là vous avez des choses en silicone, pardon, pas en silicone, en néoprène, qui permettent un port agréable, parce que bon, l'iPad a fait son poids aussi, même si on peut le limiter en choisissant des modèles plus légers. Mais voilà, après, il faudra certainement bricoler un petit peu pour adapter le harnais et l'accrocher à la coque qui porte l'iPad. Sachant que ces harnais sont généralement prévus pour des adultes, donc voilà, ça peut être un petit peu plus difficile pour les enfants. Dans les accessoires, on a aussi tout ce qui est stylet ou pointeur adapté. On a des enfants qui parfois ont du mal à pointer, à isoler l'index. Alors on a des enfants qui se débrouillent avec leur pouce. Et pourquoi pas, c'est un accès tout à fait légitime. Et d'ailleurs, si votre enfant manipule plutôt avec le pouce, ça peut être intéressant parfois de passer sur un modèle mini parce que bah, du coup, on peut aller un peu plus dans tous les endroits avec le pouce. Au niveau des stylets, donc il y a plusieurs choses dans le commerce. Ce qui peut être intéressant, c'est de trouver des stylets un peu gros. Par exemple, il y a un stylet enfant fait par Griffin Crayola. Vous avez sur la droite en bas de l'écran, là aussi, une boutique Etsy de Shape Dad qui propose toute une série d'accessoires. Là, il y a des choses très intéressantes. Si vous voulez, euh, pour les personnes qui veulent accéder à un iPad, par exemple, et qui peuvent simplement tenir quelque chose dans la bouche, ou une licorne, ou, comme vous le voyez ici, des pointeurs adaptés à la prise, voilà, un peu plus primitive, un peu plus primaire, pardon. Donc où la prise du stylet sera voilà, un petit peu plus facilitée et peut-être pour les enfants qui ont vraiment du mal à pointer, ça peut être un accessoire qui va leur permettre d'accéder aux applications de façon plus fonctionnelle en fait. Ça, c'est vraiment des choses à tester.
Certains enfants utilisent aussi un gant. Soit un gant tactile ou simplement les deux doigts, vous voyez sur la photo, la grisée, son conducteur et permet d'accéder à l'écran tactile. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre un gant normal et couper l'index. Donc il n'y a plus que l'index qui sort. Et si l'enfant a tendance à poser la main entière aussi, il aura beau poser la main, il n'y aura que l'index qui fonctionnera et qui activera la page. Voilà pour les petites adaptations qu'on va pouvoir mettre en place quand on a un enfant qui a du mal à accéder vraiment avec un pointé régulier. Il faut savoir quand même que les témoignages là aussi sont assez concordants. Plus l'enfant va utiliser la tablette, plus il va affiner son pointage. On a remarqué ça, que soit c'est par le pouce, soit c'est par l'index, que l'enfant, à force d'apprendre à balayer, d'apprendre à montrer sur l'écran, il va développer son index pointeur. En termes d'accessoires, on a aussi les enceintes portatives qui peuvent être intéressantes. Si jamais je dédie l'outil, l'iPad à la communication alternative, ça peut être intéressant d'ajouter une petite enceinte Bluetooth pour que le son de l'application, donc l'intérêt de l'application iPad, c'est que on a le retour vocal, c'est une synthèse vocale. Donc l'enfant formule sa phrase et ça dit la phrase à voix haute. Si maintenant on n'est pas capable de l'entendre parce que le son est trop faible, ça va pas être très intéressant. Donc on peut ajouter des options comme le modèle ION Clipster qui paraît intéressant d'après aussi les témoignages de parents qui l'utilisent. Il est intéressant parce qu'il se clipse facilement et puis il n'y a pas trop de délai entre la retransmission du son, entre l'émission et la retransmission. Voilà, et puis je vous ai simplement mis aussi une petite astuce si on veut faire une application un peu plus éducative sur des apprentissages un peu plus académiques. On va pouvoir, par exemple, adapter un clavier sur l'iPad, parce que le clavier de l'iPad en lui-même est assez difficile d'accès. Donc, il suffit d'acheter un adaptateur iPad USB et de connecter un clavier qui a un port USB dessus. En général, ça dit qu'il ne reconnaît pas le matériel, mais si vous l'utilisez, ça fonctionne. En tout cas, nous, on a expérimenté le système que vous voyez en photo et ça fonctionne. Au niveau des réglages des options, il va être important de sécuriser l'iPad au maximum, puisque avec nos enfants, voilà, ils peuvent toujours, ils ont quand même une certaine curiosité, n'est-ce pas, qui va faire qu'ils vont peut-être explorer un petit peu toutes les applications et il y a des choses où on n'aimerait pas trop qu'ils aillent, notamment dans tout ce qui est les stores, voilà, qui ne s'amusent pas à acheter des applications sans même s'en rendre compte. Donc je vais vous présenter juste après une petite vidéo où on va voir comment limiter donc les applications visibles, tous les réglages qui vont être disponibles sur l'iPad directement pour faire des restrictions et sécuriser encore une fois l'iPad. Donc je vous propose de regarder sur cette vidéo comment faire. Donc, pour sécuriser l'iPad, on va avoir plusieurs actions possibles, plus ou moins faciles, pour rendre l'accès aux applications mais plus difficile pour nos enfants et pour faire en sorte qu'ils ne rentrent pas intempestivement dans des applications où on ne voudrait pas qu'ils se trouvent. Donc, la première façon de faire, la première solution est tout simplement de créer des dossiers, c'est-à-dire de regrouper des applications à l'intérieur d'un dossier, ce dossier pouvant avoir une ou deux, voire trois pages. Vous voyez en haut à gauche de l'écran un dossier où j'ai regroupé pas mal d'applications. On va aller à l'intérieur. Et vous voyez que si je balaye sur le côté, il y a une deuxième page. Il est possible d'en avoir même une troisième. Donc, si je ne veux pas que mon enfant aille dans mes mails, mais que je veux garder l'icône de mes mails active, je vais par exemple pouvoir aller placer mon icône dans la troisième page du dossier. Donc, si je reviens sur l'écran d'accueil, ce sera, déjà, il ne voit pas mon icône, et ce sera un petit peu plus compliqué d'aller d'abord dans, je vais arrêter, voilà, la modification, d'aller d'abord là, puis balayer et rebalayer pour aller dans les mails. Voilà, donc créer les dossiers.
Donc pour créer un dossier, juste pour rappel, vous sélectionnez une application et vous allez la superposer sur l'autre et ça vous permet de faire un dossier. Voilà, c'était peut-être quelque chose que j'aurais dû préciser au préalable. Donc cette première solution est facile, mais elle ne permet pas de faire disparaître complètement les icônes. Il y a la possibilité d'aller dans les réglages de l'iPad pour faire disparaître un certain nombre d'icônes. Donc les réglages en bas à gauche, je rentre à l'intérieur. Donc là, on va pouvoir faire aussi plusieurs choses pour rendre l'iPad plus, comment dire, plus fonctionnel pour nos enfants, éviter qu'il y ait des pages qui apparaissent, qui sautent d'une application à l'autre alors que c'était pas prévu. Donc je vais vous expliquer maintenant comment on fait ça dans les réglages. On peut commencer par aller dans le centre de contrôle. Ici, à gauche, le centre de contrôle, je vais l'activer pour vous montrer ce que c'est. C'est quand je balaye mon écran depuis tout en bas, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le centre de contrôle. Et c'est là que je peux régler mon volume, que je peux régler mes accès au Wi-Fi. Donc, si c'est très accessible, mon enfant va pouvoir, par exemple, couper le Wi-Fi très facilement et il n'aura plus accès à ses vidéos YouTube. Et là, il va se plaindre, il va pas comprendre pourquoi ça marche plus, etc. Régler pardon, la luminosité aussi, éventuellement. Donc, ou accéder tout simplement à l'appareil photo très rapidement. Donc, c'est des choses qui peuvent perturber. Si mon enfant est en train de faire une application, de jouer dans une application, voilà, passer d'une application à l'autre, c'est pas forcément très stratégique. Je reviens dans mes réglages, centre de contrôle. Donc, ce petit centre de contrôle, je vais pouvoir tout simplement le désactiver. Et là, il n'apparaîtra plus quand je balaye mon écran de bas en haut. Première chose qu'on peut faire. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est aller dans les réglages. Réglages général. Dans la catégorie générale, il y a plusieurs choses là aussi possibles. D'abord les gestes. Donc les gestes, c'est quelque chose qui est actif quand vous achetez l'iPad. C'est la possibilité d'utiliser les 4 ou 5 doigts de la main pour faire des actions, on va dire, de raccourci. Par exemple, si je pose les 5 doigts de la main sur l'écran et que je pince vers le haut, en retirant mes doigts de l'écran, je peux fermer directement l'application. Si je balaye, je vous donne un exemple, là je vais avec ma main, vous ne voyez pas l'écran, mais je vais, voilà, pincer l'écran avec mes 5 doigts, en retirant mes doigts, et ça a fermé l'application. Si maintenant je fais par exemple... alors, est-ce que ça va marcher? Oui. Je balaye l'écran avec 4 doigts depuis le bas vers le haut. Et bien là, j'ai toutes les applications qui sont ouvertes sur mon iPad. Je peux y aller, passer de l'une à l'autre très rapidement. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, mais pour nos enfants, ça peut perturber, c'est-à-dire qu'ils vont sauter d'une application à l'autre sans le vouloir. De la même manière, donc je vais revenir sur mes réglages. De la même manière, en passant de gauche à droite, en balayant de gauche à droite, si je suis dans une application, je vais pouvoir passer à l'application ouverte suivante. Voilà, parmi les applications ouvertes sur l'iPad. Donc du coup, mon enfant va pouvoir se retrouver sur une autre application alors qu'il était en train de faire une activité bien précise sur quelque chose au préalable. Donc pour éviter ces gestes intempestifs, il faut tout simplement désactiver les gestes qui s'appellent aussi multitâches sur... voilà, sur mon iPad Air par exemple, ça s'appelle multitâche et non pas geste. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas les mêmes termes. Une autre chose qu'on va pouvoir faire, alors, c'est d'aller dans les restrictions. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de restriction encore. Ça veut dire que je n'ai pas empêché l'accès à certaines applications. Si j'active les restrictions, il va me demander un code de verrouillage. Je prends un code très simple. L'idée, c'est vraiment de simplement faire une petite barrière avec un code pour les restrictions. Et là, vous allez constater qu'on peut désactiver l'accès à certaines applications. Et cette action-là va carrément enlever l'icône de l'application de mon écran d'accueil. Donc, si je désactive Safari, je n'aurai plus accès à l'icône Safari sur l'écran d'accueil. Mon enfant ne pourra plus aller sur Internet.
Si je désactive FaceTime, l'icône FaceTime n'apparaîtra plus sur l'écran d'accueil. Mon enfant évitera de téléphoner à mes contacts divers et variés. De même, je peux enlever l'accès aux différents stores pour éviter que mon enfant achète des choses qui ne seraient pas prévues. Et surtout, l'App Store, donc vous voyez les 3 dernières options, c'est important de les désactiver dans la mesure où l'accès à l'App Store, si vous n'avez pas fait les paramétrages les plus sécuritaires, c'est-à-dire si vous avez autorisé à faire un achat sans retaper votre identifiant iTunes, par exemple, votre identifiant Apple, pardon, eh bien, votre enfant va pouvoir acheter des applications s'il a accès à l'App Store. Donc, en désactivant cette option-là, il n'aura plus accès à l'App Store. L'icône n'apparaîtra plus sur l'écran. Par contre, il pourra toujours supprimer les applications qui sont déjà installées sur l'iPad. Donc, il faut, à ce moment-là, pour éviter qu'il supprime les applications installées, désactiver suppression d'app. Et un autre point important, ce sont les achats intégrés, c'est-à-dire les achats qu'on peut effectuer à l'intérieur d'une application. Quand on a installé une application, on peut acheter des extensions, des options diverses, surtout pour les jeux d'enfants, il y en a souvent. Donc c'est important de désactiver les achats intégrés, comme ça vous n'aurez pas d'achat intempestif. Des petites choses aussi sur le côté droit, dans Messages par exemple, e-message. Voilà, ça peut être intéressant de désactiver ce genre de choses. Donc à vous d'aller fouiller un petit peu aussi. Game Center, moi je sais que je désactive le maximum de choses qui n'ont pas besoin d'être là. Vous voyez, autoriser les invitations, bah, je désactive. Joueurs à proximité, je désactive. Voilà, pour rendre vraiment l'iPad le plus sécurisé possible. Voilà, donc pour cette petite vidéo qui nous permettait de voir un petit peu Jonas qui fait du bruit à côté, j'espère que ça ne vous dérange pas, qui permettait de voir comment sécuriser notre iPad. Il y a une autre option qui est très intéressante sur l'iPad et qui n'existe pas par exemple sur les autres types de tablettes, c'est ce qu'on appelle l'option accès guidé. Cette option accès guidé, vous la trouverez dans les réglages, accessibilité, accès guidé. C'est important de comprendre comment elle fonctionne parce que ça permettra de bloquer l'application, bloquer en fait l'iPad sur une application et faire en sorte que l'enfant ne sorte pas de l'application. Donc j'ai fait un petit tuto là aussi. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière, pardon. Donc, ce qui est important d'apprendre à faire, c'est d'activer l'accès guidé, de le régler, c'est-à-dire que vous allez pouvoir régler un accès guidé, mais avoir quand même la possibilité de d'éteindre la tablette, pardon, d'appuyer sur le bouton de mise en veille. Voilà, ça, c'est des choses qui se règlent à l'intérieur de l'accès guidé. J'avais fait un petit tuto juste après, mais je crois que je ne vais pas le diffuser maintenant parce que ça rendrait le webinaire peut-être un petit peu long. Par contre, vous voyez en bas à gauche de mon écran un lien internet vers une fiche qui récapitule comment on met en place l'accès guidé, comment on l'arrête, comment on le règle. Et je vous invite à aller voir cette fiche qui est importante voilà, de lire. Ça va être une option vraiment un peu critique pour nos enfants quand on veut éviter qu'ils se dispersent dans différentes activités, quand on veut structurer un petit peu l'activité qu'on leur propose, eh bien il suffira de mettre l'accès guidé en marche et faire en sorte qu'ils restent dans l'application et qu'ils n'aillent pas sur YouTube voir leurs vidéos favorites, puisqu'on sait qu'ils sont plus attirés, c'est normal, par ce genre de choses que par les activités plus structurées qu'on va leur proposer. Voilà. Une dernière partie donc pour ce webinaire, ce sont les trucs et astuces. D'abord, comment on fait une capture d'écran. Ça peut être intéressant de faire une photo de ce qui est à l'écran
pour, par exemple, bah, garder une trace du travail que est en train d'accomplir l'enfant. S'il est sur une application de dessin et qu'il a fait un gribouillage mais qui est joli, eh bien, on va pouvoir, en appuyant simultanément donc sur le bouton Home et sur le bouton Marche arrêt, si on appuie simultanément sur les deux, on va pouvoir euh, prendre en photo en fait l'écran qui est sous nos yeux. De la même façon, un autre petit truc, si vous double-cliquez sur le bouton Home, vous aurez la possibilité qu'on avait parmi les gestes là de raccourci, vous aurez la possibilité d'accéder très rapidement à toutes les applications qui sont déjà ouvertes et naviguer d'une application à l'autre rapidement. Voilà, ça c'est un petit truc qui permet de passer d'une application sans revenir, d'une application à l'autre sans revenir par l'écran d'accueil. Ça permet aussi de fermer les applications déjà ouvertes parce que quand vous ouvrez une application, elle reste ouverte en fait. Il faut aller la fermer comme ça par cette manipulation ou il faut carrément éteindre l'iPad pour que les applications se referment. Donc c'est vrai que si on a beaucoup d'applications ouvertes en même temps, parfois il peut arriver aussi que l'iPad bug un petit peu ou entre guillemets rame. Donc si on veut libérer un petit peu, on peut voilà, double-cliquer et remonter faire glisser les pages d'application vers le haut et ça les fermera en fait. De la même façon, si vous arrivez à un point où l'iPad est bloqué, ne répond plus, il faut peut-être redémarrer l'iPad, une sorte de touche reset ou rebooter. Alors pour faire ça, eh bien, il faut donc les mêmes deux boutons qu'on a utilisés pour la capture d'écran, le bouton marche arrêt et le bouton home en même temps, touche longue, jusqu'à ce que ça marque, jusqu'à ce que ça fasse en général une pomme qui montre que c'est en train de redémarrer. Voilà, une petite astuce enfin pour les parents qui doivent supporter les vidéos YouTube longtemps et parfois avec un volume sonore important. Il existe des petits trucs pour gérer le volume. Alors il y a dans les réglages internes de l'iPad la possibilité de régler les volumes. Ça ne fonctionne pas tout le temps très bien. Vous avez une autre option qui est de télécharger une application comme Volume Sanity qui permet de régler le niveau de volume qu'on veut que l'iPad sorte. Donc, il y a un petit code d'accès, c'est très simple à utiliser. On rentre notre petit code, on règle le niveau de volume auquel on veut que le son sorte et c'est sécurisé. Pensez à cacher cette petite application Volume Sanity, on ne sait jamais. Même s'il y a un code, donc normalement ça évite toute intrusion. Et puis une version plus bricolage, avant que je télécharge cette application Volume Sanity, ce qu'on faisait c'est qu'on avait un embout de casque compatible avec l'iPad, donc de même qu'on met des écouteurs, et bien on avait gardé simplement le petit embout, la fiche qui va rentrer dans l'iPad, et on avait coupé les fils. Et à l'époque, Jonas ne savait pas encore retirer le petit embout, donc ça coupait tout simplement le son. Voilà. Après, il a grandi, il a progressé, il a enlevé le petit bouton, donc il fallait trouver d'autres astuces. Si vous avez encore des questions par rapport à l'iPad et le syndrome d'Angelman, aux aspects matériels, je vous invite à poser votre question par mail. On vous a créé une adresse pour l'occasion, gisa2016@angelman-afsa.org. Vous pouvez poser donc vos questions jusqu'au 22 février et puis je vous y répondrai avec plaisir. J'espère que ce webinaire vous aura été utile et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous propose de regarder la suite avec le webinaire numéro 2 sur rentrer concrètement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je fais avec la tablette? Comment je l'utilise et qu'est-ce que je propose avec mon enfant avec? Merci beaucoup.